Gadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une, fin de la visite d'État de 2 jours du sultan d'Oman en Algérie. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a fait ses adieux cet après-midi à Sa Majesté Haytham Ben Tariq. Alger et Masqat signent 11 mémorandums d'entente portant sur plusieurs domaines de coopération, dont un accord concernant la création d'un fonds d'investissement commun. Au moins une trentaine de martyrs a déploré à Gaza en ce 49e jour depuis la reprise de l'agression génocidaire sioniste. Plusieurs bombardements ont été signalés dans les 4 coins de l'enclave. Crise au Mali, les leaders de l'opposition appellent au retour effectif à l'ordre constitutionnel à Bamako, réaffirmant leur attachement à la démocratie et à l'état de droit. Et enfin, un conflit en Ukraine. La Russie annonce avoir repoussé une attaque massive de drones ukrainiens contre la capitale, Moscou. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a fait ses adieux ce lundi après-midi à l'aéroport international Houari Boumediene à l'invité de l'Algérie, le sultan d'Oman, Sa Majesté Haytham Ben Tariq, à l'issue d'une visite d'État en Algérie qui a duré 2 jours.
Plus tôt dans la journée, le sultan d'Oman, Sa Majesté Haytham Ben Tareq, s'est tout d'abord recueilli ce matin au sanctuaire du martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale, y déposant une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative. Le sultan Haytham Ben Tareq a également visité le musée national du Moudjahid, où il a reçu des explications sur les différentes étapes de l'histoire de l'Algérie, notamment celles liées à la glorieuse guerre de libération. المجاهد إلى 4 مراحل تاريخية. مرحلة ما قبل الاستعمار الممثل الخاص بجلالتكم خلال القمة العربية التي أقيمت في الجزائر دبلوماسية مع عديد الدول، واعتبرت الإهانة الدبلوماسية بدولة إنزال القوات بميناء سيدي فرج. Le sultan d'Oman a ensuite bénéficié d'un accueil officiel par le président Abdelmajid Tebboune au siège de la présidence de la République. Les deux parties ont passé en revue un détachement des cavaliers de la garde républicaine qui leur ont rendu les honneurs. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est également entretenu en tête-à-tête avec Sa Majesté Haytham Ben Tareq au siège de la présidence de la République. Des entretiens élargis aux membres des délégations des deux pays. Dans ce contexte, le président Abdelmajid Tebboune et le sultan d'Oman, Sa Majesté Haytham Ben Tareq, ont présidé suite à leurs entretiens la cérémonie de signature de 11 mémorandums d'entente portant sur plusieurs domaines de coopération entre les deux pays. Les protocoles signés couvrent les secteurs de l'énergie et des mines, ainsi que l'industrie pharmaceutique, la recherche et le développement dans la pêche maritime et l'aquaculture, en plus des protocoles d'accord dans le secteur agricole, l'inspection du travail, l'enseignement supérieur, la justice et les finances. عن الجانب العماني الفاضل مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان. صحيفة شروط بنود اتفاقية أولية بين مجمع سونطراك الجزائرية وشركة. Et dans la foulée, l'Algérie et le sultanat d'Oman ont signé un accord pour la création d'un fonds d'investissement commun. Le mémorandum conclu au siège de la présidence algérienne a été signé au nom de la patrie algérienne par le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzard, et au nom de la partie omanaise par le président de l'autorité d'investissement d'Oman, Maani Abdussalam Ben Mohamed Al-Marshadi. السيد يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. عن الجانب العماني معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. Allez, on passe à présent au récent développement dans la bande de Gaza, où les bombardements sionistes se sont intensifiés depuis l'aube de ce lundi, portant le bilan des victimes de cette agression génocidaire à 52 567 martyrs et 118 610 blessés, dont une grande partie sont des femmes et des enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, 2459 Palestiniens ont été tués et 6569 autres ont été blessés depuis le 18 mars, date de la reprise de l'agression génocidaire. À noter que les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres.
Et d'ailleurs, rien que ce lundi, au moins une trentaine de martyrs, dont des enfants, sont à déplorer suite à des bombardements sionistes dans plusieurs zones de la bande. Les corps de 3 martyrs sont arrivés à l'hôpital européen de Raza à la suite du bombardement au sud de Khan Younes. À l'est de la ville de Raza, une petite fille est tombée en martyr dans un autre bombardement d'artillerie sur le quartier de Shoujaïa, tandis qu'un bébé de 4 mois est mort de famine. Un jeune homme de 22 ans a également été tué suite au bombardement d'une maison dans le camp de Nusayrat. Et alors que le système de santé dans l'enclave palestinienne est quasiment hors service, quelques hôpitaux de campagne ont dressé leur tente au milieu des décombres, des centres de fortune qui ne suffisent pas à soigner les centaines de blessés qui défilent tous les jours. Souhila Kilal. Dans un terrain vague, au milieu des ruines, se dressent les tentes de l'hôpital de campagne Abou Youssef Nadjar. Limitée à seulement 8 tentes, d'une capacité de 8 lits chacune, cette structure d'urgence n'est pas équipée pour permettre une bonne prise en charge médicale. Malgré les conditions difficiles, l'hôpital continue de prodiguer des soins à plus de 700 patients en moyenne chaque jour et à une soixantaine d'autres par nuit. Chacune de ces tentes peut accueillir 8 patients, ce qui est bien en deçà des normes médicales et ne permet pas d'assurer la qualité des soins infirmiers de base. Il n'y a pas de médicaments d'urgence ni d'installation comparable à celle des services classiques. Soigné à l'hôpital de campagne Abou Youssef Nadjar, Iyad Abou Mendil devait quitter l'établissement après sa première amputation due à une infection. Mais en raison d'une grave pénurie de médicaments, son état s'est détérioré, entraînant une rechute et une seconde amputation. Je vais sortir de l'hôpital, mais je dois acheter moi-même les pansements, la gaz et quelques médicaments de base à la pharmacie. Et les prix sont plus élevés que d'habitude. Depuis le début du génocide sioniste, les hôpitaux de campagne temporaires ont été déployés à Raza pour servir de structure médicale d'urgence. Initialement destinés à soutenir les principaux hôpitaux publics touchés par les frappes aériennes, ils constituent désormais le dernier point d'ancrage de la population confrontée à des difficultés croissantes dans le contexte du blocus en cours. Il existe une dizaine d'hôpitaux de campagne à Raza et leur capacité médicale combinée équivaut seulement à celle d'un hôpital public. Après la violation de l'accord de cessez-le-feu par Israël, ces hôpitaux de campagne ont dû lutter pour reprendre leurs activités. Aujourd'hui, comme les hôpitaux publics, ils sont surchargés. Le blocus en cours a non seulement mis les hôpitaux publics dans une situation difficile, mais a également fortement restreint le fonctionnement des hôpitaux de campagne. Comme le reste des hôpitaux de campagne de Raza, l'hôpital Abou Youssef Nadjar de Khan Younes continue d'assurer les soins aux déplacés. Son installation fait suite à la destruction en juillet 2024 du seul hôpital public de la région, à savoir l'hôpital Abou Youssef Nadjar de Rafah, dont le personnel médical et le matériel ont été transférés d'urgence vers l'actuel hôpital de campagne de Khan Younes. Les forces d'occupation sionistes ont pris d'assaut plusieurs villes de Cisjordanie occupées et ont lancé des raids et des arrestations dans la nuit de dimanche à lundi. L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que les forces d'occupation ont arrêté 9 Palestiniens après avoir pris d'assaut les villes de Shouqba à l'ouest de Ramallah, Al-Yamoun au nord de Jenin, Beit Omar au nord d'Al-Khalil, Kharbat Yanoun au sud de Naplouse, Zebala à l'est de Tolkaram. Et direction le Yémen à présent, où les médias yéménites ont rapporté que les forces américaines ont lancé ce lundi plusieurs raids sur diverses zones du pays. Les mêmes sources expliquent que 24 personnes ont été blessées lorsque l'armée de l'air américaine a lancé 21 raids ciblant des zones de la capitale Sanaa et les villes de Saada et Al-Jawf dans le nord du pays, en plus de la région de Marib dans le centre. Toujours au Yémen, le groupe Houthi a annoncé imposer un blocus aérien complet à l'occupation sioniste en ciblant ses aéroports en réponse à l'expansion par les forces sionistes de leurs opérations génocidaires à Raza. On écoute.
Les forces armées yéménites annoncent qu'elles s'efforceront d'imposer un blocus aérien complet à l'ennemi israélien en ciblant à plusieurs reprises les aéroports, notamment l'aéroport de Lod, connu en Israël sous le nom d'aéroport Ben Gourion. Elle appelle toutes les compagnies aériennes internationales à prendre en considération le contenu de cette déclaration dès son annonce et sa publication et à annuler tous les vols prévus vers l'aéroport de l'ennemi criminel afin de préserver la sécurité de leurs avions et de leurs agents. Dossier nucléaire, l'Iran reste attaché à la diplomatie avec les États-Unis. C'est ce qu'a déclaré le gouvernement ce lundi, après qu'un 4e cycle de négociations nucléaires avec Washington prévu à Rome le 3 mai ait été reporté pour des raisons logistiques. Selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaël Baqai, Téhéran demeure flexible concernant le calendrier des pourparlers et attend des détails du médiateur omanais concernant le prochain cycle de négociations avec les États-Unis. Notre position repose sur des principes et le cadre dans lequel nous avons entamé des négociations indirectes avec les États-Unis est immuable. Bien entendu, nous ne négocions ni en public ni par l'intermédiaire des médias, mais il est clair que la position de principe de la République islamique d'Iran concernant le droit de la nation iranienne à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire est une position immuable, fondée sur la logique et le droit international. Dans l'actualité africaine, on en parlait tout à l'heure en titre, les jeunes leaders de la scène politique malienne se sont rassemblés dimanche à la Maison de la Presse de Bamako pour protester contre la possible dissolution des formations politiques. Les Maliens ont lancé un appel solennel au retour effectif à l'ordre constitutionnel dans le pays, réaffirmant leur attachement à la démocratie et à l'état de droit. Amlam Zenzitouni. Après l'annonce du 30 avril concernant l'abrogation de la loi encadrant le fonctionnement des partis politiques au Mali, les jeunes représentants des partis d'opposition dénoncent la dissolution de leurs partis politiques et appellent au respect de la démocratie. L'annonce de la junte au pouvoir étant interprétée par des juristes comme une étape vers la dissolution de ces partis politiques. Dans leur manifeste lu lors d'une rencontre à la Maison de la Presse de la capitale, les jeunes représentants des partis réaffirment leur attachement à la démocratie et à l'état de droit. Ils appellent à un retour à l'ordre constitutionnel et au respect du multipartisme. C'est qu'il y a une certitude, nous restons légalistes. Nous avons pris la Maison de la Presse en toute légalité, nous avons payé. Et ce qui est clair, nous continuerons à nous battre pour la démocratie et pour que le multipartisme puisse continuer à vivre. Nous sommes contre personne. Notre initiative n'est pas contre les autorités, elle n'est contre personne. Elle est pour une cause qui est la démocratie et le pluralisme politique. La maladie n'est pas entièrement déclarée. Et nous allons quand même regarder les symptômes avec intelligence et prendre des dispositions les meilleures pour maintenir la quiétude des Maliens et pour préserver le peu de stabilité qui nous reste. Parce que, il faut le dire, un pays qui fait face à autant de difficultés, nul besoin d'en créer d'autres. Et surtout entre ces jeunes. Ces Maliens ont exprimé à l'occasion le rejet de toute forme de dérive autoritaire, de confiscation du pouvoir et de restriction des libertés, soutenant que seule une gouvernance basée sur le droit, la transparence et l'inclusion peut répondre aux aspirations profondes du peuple malien. Donc nous allons faire de notre mieux pour préserver la paix, pour préserver la cohésion. Et autant nous allons faire de notre mieux pour préserver la démocratie, pour préserver les libertés fondamentales, pour préserver les droits civiques. Nous allons le faire dans le strict respect de la loi, nous allons le faire dans le strict respect des règles établies de la Constitution et nous allons le faire avec un amour profond pour notre pays. Cette manifestation constitue l'un des actes de contestation les plus clairs contre les militaires depuis la prise du pouvoir en 2021 par le colonel Assimi Goïta, passé général en octobre 2024. Elle s'est tenue malgré le climat de répression et les risques de représailles.
Et à Khartoum, la capitale soudanaise, les maisons abandonnées ne sont plus seulement des vestiges d'un conflit, mais le dernier refuge pour ceux qui tentent de survivre. Dans les ruines d'une ville meurtrie par la guerre, des forgerons réinventent leur métier, transformant des habitations désertées en ateliers de fortune. Un système de débrouille né dans l'urgence, devenu pour beaucoup un canot de sauvetage. Maria Schouyer. Les rues de la capitale Khartoum, autrefois animées, sont désertées aujourd'hui. Les combats entre armées régulières et les forces de soutien rapide ont forcé des milliers d'habitants à fuir, laissant derrière eux des maisons vides, abandonnées. Mais pour certains, ces ruines sont devenues un refuge, une chance, une bouée de sauvetage. Au cœur du chaos, une poignée de forgerons tente de résister, de reconstruire, de protéger ce qui peut encore l'être. Parce qu'à Khartoum, même les murs abandonnés peuvent être un espoir auquel la population s'accroche. Lorsque l'armée est entrée à Khartoum, une semaine plus tard, nous avons commencé ce travail. Quelqu'un nous a appelés pour nous dire qu'il avait une maison quelque part. Nous sommes allés la voir et nous avons conclu le marché avec le client. Nous avons créé des groupes WhatsApp pour communiquer avec les gens qui se trouvent à l'extérieur du Soudan. Ils nous envoient leur adresse, une photo de leur domicile et la rue qui y mène. Nous nous déplaçons sur place grâce à leur description. Parmi les décombres de la guerre, le bruit du métal résonne. Sans atelier, sans matériel, ces forgerons investissent dans des maisons abandonnées, à l'image de cet ancien chauffeur de taxi classique qui travaille aujourd'hui avec Ibrahim, un partenariat né dans l'urgence. Dieu merci, j'ai rencontré Ibrahim et nous travaillons maintenant ensemble comme forgerons. Il m'a appelé pour me dire que nous avions une mission à effectuer, une maison à Riyad que nous devions sécuriser pour ses propriétaires. Je l'ai suivi immédiatement. Dès qu'il y a un travail, il m'appelle et grâce à Dieu, nous gagnons notre vie et celle de nos familles. Dans plusieurs quartiers, le phénomène s'étend. Les maisons désertées se transforment en ateliers, parfois même des marchés clandestins, qui font vivre l'espoir forgé à main nue au cœur même des ruines. Depuis la prière d'Al-Isha, on entendait des bruits de marteaux et des objets qui se cassaient. On ne pouvait pas demander qui faisait ça ni pourquoi. Il y avait 13 hommes armés avec un gros camion. Ils allaient d'une maison à l'autre, pillant. À 3 ou 4 heures du matin, ils laissaient un panneau indiquant leur arrêt, indiquant demain on commence d'ici. Ainsi, les gens savaient que leur tour d'être pillés était le lendemain. Certains pensaient que puisque ces hommes armés viendraient chez eux le lendemain, ils devaient déplacer leurs affaires et les placer dans les maisons déjà pillées la veille. À Khartoum, ces maisons abandonnées sont restées témoins d'un exode silencieux provoqué par une guerre civile qui dure depuis plus de 2 ans. Et dans l'ombre de cette guerre, les forgerons espèrent survivre grâce à leur savoir-faire qui fait d'eux des gardiens improvisés d'un ordre toujours aussi fragile. Conflit en Ukraine, la Russie a annoncé ce lundi avoir repoussé une attaque ukrainienne contre la capitale Moscou. Le maire de la ville, Sergueï Sobyanin, a expliqué sur son compte Telegram que les défenses aériennes de Podolsk ont repoussé une attaque lancée par 4 drones, ajoutant que les premières informations n'indiquent aucun dommage ni blessé sur le site de l'attaque. Et en France, quelques centaines de personnes se sont réunies ce matin à la Grande Mosquée de Paris pour une cérémonie religieuse en hommage à Boubacar Cissé, le jeune Malien de 22 ans assassiné de plusieurs coups de couteau dans la mosquée de la Grand Combe. Le corps de la victime a été par la suite rapatrié au Mali. Et voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al24 News. Au revoir.